L'histoire, avec un grand H, ne se cache pas toujours dans les châteaux, dans les palais ou sur les lieux des plus grandes batailles. Parfois, elle se dissimule dans les murs d'une jolie maison, d'une petite cité. Dans la série de podcasts La Maison du Docteur, enquête sur un lieu de mémoire, réalisée en 4 épisodes, nous nous intéressons à une maison de soins en passe d'être réhabilitée, située à Lomme, près de Lille, dans la cité de la Délivrance. Cette cité, bâtie par la Compagnie des chemins de fer du Nord, devenue la SNCF, a ceci de particulier qu'elle n'a hébergé jusque dans les années 80 que des cheminots et des familles de cheminots. Et tous ces enfants du chemin de fer venaient se faire soigner à la Maison du Docteur, un lieu qui a endossé bien des rôles au fil du temps, dispensaire, lieu de soins après les bombardements, centre d'hygiène sociale et même une PMI, c'est-à-dire un centre de protection maternelle et infantile. Heureusement, à la Délivrance, beaucoup l'ont connu et s'en souviennent encore. Afin de pouvoir rencontrer tous ces précieux témoins, je serai accompagnée tout au long de ce podcast de Thérèse Barre, une ancienne assistante sociale de la SNCF qui a longtemps travaillé à la Maison du Docteur. Elle me servira de guide pour aller à la rencontre des habitants et découvrir les arcanes de cette maison mystérieuse. Épisode 1. Vivre dans la cité-jardin de la Délivrance. Pour ce tout premier épisode, Thérèse me donne rendez-vous à Lomme, près d'une passerelle qui enjambe les voies du chemin de fer. Voilà, donc je m'appelle Thérèse Barre, j'étais assistante sociale à la SNCF. Donc je suis arrivée sur le quartier de Délivrance en 1988 et je l'ai vraiment quitté, on va dire, en début 2011. Donc j'étais en poste à la Maison du Docteur, centre social. Voilà, donc j'ai eu les années de la cité où il y a eu beaucoup de transformations. On accompagnait les familles d'agents, de retraités, SNCF. Donc je recevais facilement les familles, les enfants, enfin tout le monde venait quand il y avait un petit souci, même un renseignement, une orientation, pas forcément un gros problème. Mais voilà, donc tout ce qui était un peu aussi vie quotidienne. La cité Délivrance, à l'origine, pourquoi elle a été créée ? Alors en fait, elle a été créée parce qu'il y avait un triage, en même temps qu'il y a un triage qui s'est mis en place à Délivrance. Donc c'était une cité-jardin pour loger les agents qui arrivaient travailler sur ce triage. Donc là, pour en parler plus en détail et mieux, on va rejoindre Jean-Jacques Lecourt qui va nous expliquer tout ça, le triage. C'est pour ça que vous m'avez donné rendez-vous à côté d'une passerelle. Voilà, à côté de la passerelle de Sequedin. Donc bonjour. Bonjour Thérèse, ça va ? Ça va, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes venu voir pour que je vous présente un peu la gare et puis Voilà, le pourquoi du comment de la cité. Voilà, Eh ben c'est tout à bien. fait. Allez, suivez-moi. Oh là là, il y a du vent quand même. Oui. D'accord, donc la fameuse passerelle. Dites-moi, elle est où la gare ? Elle est devant vous. Donc là, vous avez les voies principales et ici, vous avez l'entrée de la gare côté ouest. Longueur totale en cumulé des voies, ça représente 120 km. C'est une gare pour stocker et réorganiser, c'est ça ? Exactement, exactement. Là, on a le faisceau du triage, comme son nom l'indique, où on trie les wagons. Le train était coupé en lots, c'est-à-dire qu'il était démaillé, donc on retirait les crochets d'attelage. Séparer les wagons. Voilà, et une machine poussait, et donc il y avait un aiguilleur qui réorientait les lots en fonction des nouvelles compositions de trains à refaire, et ce qui permettait donc de reformer des trains donc, au faisceau du triage. Donc la cité la Délivrance, à l'origine, c'est une cité qui a été bâtie pour abriter les cheminots de la gare de triage, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. On sort de la Première Guerre mondiale et donc on a une grosse difficulté de trouver du personnel. Il va falloir se poser les bonnes questions et mettre les moyens pour attirer les ouvriers. Pour ça, le responsable de la Compagnie du Nord, qui est à l'époque Émile Javary, va missionner Raoul Doutry. Raoul Doutry qui était humaniste et qui avait un souci permanent d'intérêt pour l'entreprise en tant que responsable, mais aussi de bien-être pour l'ouvrier. Et donc on construit cette cité qui était assez grande, je crois qu'il y avait plus de 800 logements, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Mais on est sur 830, 840 maisons. Qui sortent de terre en un temps record. Ah oui, alors c'est phénoménal. Premier coup de pelle, le 16 janvier 1921. Mise en service de la gare, octobre
de la même année. Tout va être construit en même temps, la gare et la cité, en 9 mois. Pourquoi ça s'appelle Délivrance? J'avais la cerise sur le gâteau. Oui. J'ai ramené le texte et je vous propose de le lire. D'accord. J'invente rien. C'est tiré donc du discours donc de Monsieur Javary, ingénieur en chef de l'exploitation des chemins de fer du Nord, fait le 16 janvier 1921. Il nous a paru indispensable de séparer complètement le courant des marchandises de celui des voyageurs dans la traversée de l'étoile de l'île. Tout le mouvement des marchandises, c'est-à-dire tous les échanges entre les antennes aboutissantes à l'île, se feront dans une gare nouvelle à l'ouest, entre l'Homme, Lambersart et Sequedin. Gare que j'ai baptisée La Délivrance. Parce que c'est le point d'où j'ai salué de nouveau notre capitale en octobre 1918, après l'avoir quittée pendant 4 ans et 2 mois. Donc voilà, c'est bien Javary qui a donné le nom du complexe, donc La Délivrance. Eh ben Jean-Jacques, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ah non, mais le plaisir était pour moi. Merci bien. Bon alors Thérèse, vous m'emmenez où maintenant? On va partir vers la cité et j'ai déjà encore à vous présenter. Arrivés à l'école ménagère, autre lieu hautement symbolique de la cité, nous rencontrons Lydie d'Armes, une habitante de toujours du quartier et une ancienne patiente de la maison du docteur. Elle évoque pour nous ses souvenirs. Pierre m'a dit midi et demi, c'est ça. Voilà. Alors, toutes les deux, vous vous connaissez pas? Non, je pense pas. Moi, je suis Thérèse Barre, j'étais assistante. Oui, l'assistante sociale. Voilà. Moi, je suis Lydie Barre, donc originaire de la Délivrance, dont maman était originaire de la Délivrance. Maman habitait sur la place d'Homme-Saint, près du centre social. Ils sont arrivés en 1921. Mon grand-père a commencé à travailler avec la compagnie des chemins de fer du Nord, dirigée par M. Rothschild. Donc voilà, mon grand-père était conducteur de train, et puis voilà. Donc c'est des familles de cheminots qui remontent même avant la guerre 14. Donc voilà. Alors on est arrivé à la Délivrance, et puis moi je suis née en 1939. Voilà. Donc j'ai connu bébé le centre social parce que maman allait à la consultation de nourrissons. C'était vraiment un centre très important. Le centre social, c'était au centre de la cité de Délivrance. Et puis, ça servait vraiment beaucoup aux familles. Puis alors, les assistantes sociales étaient vraiment dans les familles. Elles n'hésitaient pas à les rencontrer, à les conseiller. Oui. Vous avez des souvenirs de la maison à l'intérieur? Moi, oui. Après la guerre, j'ai utilisé en tant que petite fille, dès qu'on avait un bobo, on se rendait au centre social où il y avait une infirmière, Mlle Le Sur, qui assurait les soins. C'était vraiment vital pour la cité de Délivrance. On me disait que pendant la guerre, elle venait ici. C'était la goutte de lait, paraît-il. Donc je pense que ça suppléait certainement, comme j'étais bébé ou petite fille, j'avais le droit d'avoir peut-être d'une bouillie ou quelque chose. J'ai fait des recherches, c'était des biberons stérilisés et puis du lait stérilisé certainement aussi, parce qu'à l'époque ça n'existait pas non plus. Donc, des personnes qui allaitaient leur bébé. Non, et comme on en parlait avec Pierre la fois dernière aussi, au centre social, il y avait eu aussi, on disait que c'était des personnes qui étaient rachitiques. Oui, voilà, des UV. Oui, je l'ai lu, ça. Moi, j'ai repris l'histoire, j'avais retrouvé des documents, et il y avait des rayons ultraviolets. Mon petit frère est né en 1950. Il a été opéré des amygdales. Alors là, évidemment, c'était folklorique parce que les gens amenaient le petit dans une couverture. Bon, c'était un spécialiste qui venait opérer en masse. C'est pour ça que c'était important. Et ensuite, étant plus âgée, j'ai eu un enfant. Et ensuite, au deuxième enfant, j'ai arrêté un peu. Mais j'allais à la consultation, évidemment, de nourrisson. C'était le docteur Cotte, à l'époque, qui s'occupait des pesées. C'était
Donc l'après-midi, il y avait plein de dames, il y avait plein de bébés, il y avait des voitures, il y avait une salle où il y avait les poussettes. Mais étant petite, entre 1945 et 50, j'ai assisté à des cours de couture également. C'était une Madame Leclerc qui donnait les premiers cours de couture aux petites filles. À la maison du docteur. Oui, dans une dépendance sur le côté. Et puis, on était bien sages. Et alors, les petites filles qui savaient déjà lire couramment avaient le droit d'aller à la bibliothèque, qui n'était pas très loin, qui était tenue par Mademoiselle de Jonghe, qui était très sévère, évidemment, très sévère. Il fallait que nous montrions nos mains propres pour toucher un livre. Et alors, celle qui savait très bien lire faisait la lecture pendant que nous essayions de faire des points de devant, des points arrière, des points en faisant bien des bêtises dans la coupe et tout, avant d'intégrer, quand on était plus grande, les grands cours ici, de toute façon. Ici, à l'école ménagère. À l'école ménagère, et puis à l'école ménagère, de toute façon, c'est encore les armoires d'époque. L'éducation ménagère devient aujourd'hui de plus en plus une nécessité. La femme du XXe siècle doit résoudre dans sa famille de nouveaux problèmes posés par les structures économiques actuelles, aussi former des cordons bleus ou des gestionnaires dans leur foyer, mais aussi et surtout des techniciennes, est le rôle d'une telle école. Ça fait quoi de grandir à la Cité de la Délivrance ? C'était une joie, parce que je pense que c'était un cadre. Enfin bon, peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on avait un cadre. On avait l'école, on avait la couture, il y avait la piscine, on était quand même, je pense, protégés. Je pense que la Cité de Délivrance, c'était vraiment... c'était protégé. On faisait partie d'un tout. Et puis, il y avait l'école des garçons, l'école des filles, et à tel point que, écoutez, franchement, la moitié de la Délivrance est mariée avec l'autre de moitié. Bon. On n'a pas été plus loin pour chercher nos époux. Moi, j'habitais rue René Boudel, j'habite toujours rue René Boudel. Et mon mari habitait 3 rues derrière, quoi. Et j'ai beaucoup d'amis, c'est comme ça. Oui. Donc, on s'est mariés tous ensemble, puisqu'on sortait ensemble. La SNCF, c'était vraiment un cocon, si vous voulez. Oui. On y était bien, oui. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà. Au revoir. Au revoir. Dans le prochain épisode de La Maison du Docteur, enquête sur un lieu de mémoire, nous poursuivons nos investigations sur l'histoire de cette maison, sur son rôle placé au cœur du dispositif sanitaire de la SNCF et de la Cité Délivrance. Si vous avez aimé cette enquête podcast, retrouvez d'autres ressources sur patrimoine-sncf.com et icfhabitat.fr. Retrouvez la série de podcasts La Maison du Docteur en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.